Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière table ronde du Mécène Forum qui sera dédiée à la question du mécénat collectif dans les territoires. Alors, on va tenter de clôturer en beauté ces deux jours de conférences intenses. Merci à tous ceux qui sont encore avec nous en ce moment. Donc, je suis Marion Baudin, responsable de la promotion du mécénat et du développement territorial, et j'ai le plaisir d'animer cette dernière table ronde. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques rappels et consignes sur le bon fonctionnement de la table ronde. Alors sachez que vous avez été très nombreux à vous inscrire au forum, à peu près 460. Là, vous êtes encore nombreux à suivre cette dernière table ronde. Comme vous êtes nombreux, vos micros et votre caméra sont coupés, mais vous pourrez converser avec nous et avec les intervenants à travers le module conversation. On va même vous demander vos interventions à travers des petits sondages et vous pourrez poser vos questions tout au long de la séance dans le module questions-réponses qui sera modéré par Clara Lemonnier, notre directrice juridique et affaires publiques. Alors, pourquoi a-t-on choisi de faire une conférence sur ce thème du mécénat collectif comme levier d'avenir au service des territoires? On est parti d'un constat simple, un constat qu'on a fait au cours du Tour de France des mécènes qu'Admical a réalisé entre 2016 et 2019. Au cours des 20 étapes qu'on a fait un peu partout en France, on a rencontré des chefs d'entreprise et des acteurs locaux du mécénat. Et on s'est rendu compte que sur plusieurs territoires, il y avait déjà des actions de mécénat collectif qui existaient, qui pouvaient prendre des formes très diverses, du club de mécènes le plus informel jusqu'à la fondation territoriale la plus aboutie. Et puis, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des envies d'agir en collectif qui avaient du mal à voir le jour et à émerger, parce qu'il y a encore des freins, il y a encore des difficultés pour se fédérer dans un projet de mécénat collectif. Donc, c'est pour ça qu'on a eu envie de faire cette table ronde sur ce sujet. Et donc, il y aura trois axes principaux à cette table ronde. La première partie sera consacrée à pourquoi le mécénat collectif est un outil pertinent sur les territoires. La deuxième partie, ça sera vraiment le comment on fait pour mettre en place un projet de mécénat collectif sur son territoire. Et puis, dans une troisième partie, on va essayer de voir comment on fait pour essaimer un projet qui marche et comment on fait pour que la dynamique prenne un peu sur tous les territoires. Pour ce faire, on a des intervenants de choix que je remercie d'être avec nous ce soir. Denis Metzger, qui est président de la Break Poverty Foundation, Stéphanie Johan, qui est déléguée générale du Fonds de dotation Bordeaux Mécène Solidaire, et Cathy Racombouzon, qui est députée de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône. Alors, avant de donner la parole à nos intervenants, je voudrais juste faire un petit sondage auprès des participants avec une question simple. Je voudrais savoir si vous connaissez des exemples de mécénat collectif sur votre territoire ou ailleurs en France. Donc, n'hésitez pas à nous répondre dans le module conversation, à nous donner des exemples de mécénat collectif qui seraient près de chez vous. Pendant que vous répondez, juste une petite précision sur cette table ronde. On va surtout se concentrer sur des initiatives issues d'un collectif d'entreprises qui ont voulu se fédérer ou alors de projets à l'origine de collectivités, mais on ne pourra pas se concentrer sur les projets à l'origine des porteurs de projets, typiquement un club de mécènes d'un opéra, d'un musée ou d'un club de foot. Ça, évidemment, il y en a partout sur les territoires, mais ce n'est pas le propos de cet atelier. Là, on va vraiment essayer de prendre de la hauteur et de voir en quoi c'est intéressant de se fédérer au service d'un projet de territoire. Alors, je vais regarder dans le module conversation si vous nous avez déjà donné quelques noms, et puis sinon, je vais vous aider. Je vois que vous n'êtes pas tout à fait inspiré. Merci à Nicole de citer le collectif Prisme à Reims, en effet, que l'on connaissait bien. Si vous le souhaitez, je peux vous donner d'autres exemples de mécénat collectif qui existent dans les territoires. On peut penser au collectif Mécène et Loire, qui est un des pionniers dans cette thématique, qui existe depuis une quinzaine d'années, qui fédère 22 PME même sur le territoire du Maine-et-Loire. Il a fait des petits, puisqu'il existe aussi Mécène Ardèche, un peu sur le même principe en Ardèche. On peut citer Mécène du Sud, un collectif d'entreprises pour la création contemporaine à Marseille, qui a essaimé aussi récemment à Montpellier. On peut penser à la Fondation de Lille, qui est la première fondation territoriale de France et qui fait le lien entre les citoyens, les associations, les mécènes et les collectivités locales sur le territoire lillois, excusez-moi. D'autres exemples comme la Fondation Passion Alsace, Metz Mécène Solidaire, qui s'est construit sur le modèle de Bordeaux Mécène Solidaire un petit peu. Le club de mécène Prisme dont parlait Nicole. Je pourrais vous en parler encore beaucoup. Il y a l'entreprise des possibles à Lyon qui est intervenue hier. La Fondation des Lumières dont Katia nous parle, en effet, la Fondation des possibles. Loire Passion, je vois qu'il y en a qui
qui nous parlent dans le chat. Merci à tous ceux qui ont contribué. Donc, vous le voyez, les initiatives, elles sont nombreuses et elles continuent à émerger. Depuis 10-15 ans, il y a vraiment un essor du mécénat collectif dans les territoires. Et donc, c'est de ça dont on va parler dans cette première partie. On va essayer de voir avec nos intervenants pourquoi finalement c'est utile de se fédérer au service d'un territoire et pourquoi ces projets sont foisonnants. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Cathy Racon-Bouzon. Vous avez participé à la mission ministérielle Accélérer les alliances stratégiques entre associations et entreprises et vous avez rendu en mai 2020 un rapport avec le Rameau. On salue d'ailleurs les travaux du Rameau, toujours très intéressants sur ces sujets. Alors, qu'est-ce que nous dit ce rapport sur l'utilité des alliances dans les territoires? Quelles sont un peu les grandes lignes que vous avez observées à travers cette mission ministérielle? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Michael pour votre invitation. Alors oui, j'ai été dernière par le secrétariat d'État à la jeunesse et à la vie associative, qui était à l'époque piloté par Gabriel Attal, et sur cette mission qui avait vocation à identifier des leviers d'accélération de ces alliances stratégiques dans les territoires. Quand on parle d'alliances stratégiques, il s'agit ici de mettre en lumière des alliances d'acteurs à la fois économiques, associatifs et pouvoirs publics. Donc pendant 6 mois, nous avons travaillé conjointement avec le Rameau, donc, qui est un laboratoire d'innovation partenariale et qui nous a permis donc à la fois de cumuler toute cette connaissance qui avait été déjà acquise par le Rameau fort d'une quinzaine d'années d'expérience et de recherche sur cette question, et aussi de mettre en place donc à travers une équipe projet et différentes personnes qui nous ont accompagnés tout au long de cette mission, de se concentrer sur les partenariats qui existaient déjà dans les territoires, puisqu'on recense presque 1,5 million de partenariats déjà existants un peu partout en France, et de voir comment est-ce qu'on pouvait lever les freins qui aujourd'hui empêchent le développement de ces alliances et favoriser les bonnes pratiques. Alors au final, le constat qu'on a pu faire, qui était déjà presque une intuition, mais qui a été confirmée par cette mission, c'est de dire qu'aucun problème social aujourd'hui ne peut être résolu par un seul acteur, par une seule organisation, fût-elle très efficace et portée par un État ou une collectivité ou même une association ou un entrepreneur extrêmement motivé et visionnaire. C'est uniquement dans un travail coordonné, mais coordonné dans le temps, avec des organisations diverses qui sont mues par une même vision et une envie de faire ensemble et de partager un langage qui fait vraiment la différence. Donc aujourd'hui, si je devais résumer sur l'utilité de cet agir ensemble avec des acteurs variés, je dirais que la recherche de ces acteurs pour se fédérer, c'est principalement peut-être la recherche d'impact, de renforcer l'efficacité de l'action, d'agir plus vite. Je dirais que c'est aussi la mutualisation de leurs connaissances, à la fois la connaissance des diagnostics d'un territoire et puis leur connaissance, leurs compétences complémentaires pour mutualiser justement leur variété de compétences et résoudre ensemble un problème. Parce qu'en fait, ce qui apparaît assez régulièrement quand on souhaite s'impliquer dans une action de mécénat, c'est que tout le monde n'a pas la même maturité. Quand on est une entreprise, par exemple, quand on décide d'agir, certains ont l'habitude, ont des thématiques sur lesquelles ils ont déjà envie d'agir, ils ont une manière de faire, déjà peut-être parfois des sociétés qui les conseillent, et d'autres sont dans une première intention, et donc le fait de réunir ses forces dans ces moments-là permet aussi de partager justement cette expérience et de partager en fonction de son niveau de maturité, de sélectionner les bons projets et de définir cette envie d'agir en lien avec son entreprise. Donc voilà, je dirais maximiser l'impact, mutualiser les compétences et renforcer aussi la créativité, puisque quand on agit ensemble avec justement beaucoup de différences et des regards différents sur les choses, avec des manières de faire différentes, probablement souvent enrichissantes, ça permet de renforcer la créativité et l'audace dans les choix qu'on peut faire.
Merci beaucoup, Cathy, pour cette première mise en perspective. Denis Metzger, vous aussi, vous avez choisi de réunir les forces sur les territoires sur lesquels vous agissez. Vous êtes président de la Break Poverty Foundation, qui est une fondation qui lutte contre la pauvreté des jeunes. Et dans votre combat, vous utilisez le mécénat collectif comme une arme pour fédérer les entreprises. Alors, racontez-nous quels sont les principaux atouts, selon vous, du mécénat collectif. Il faut que vous rallumiez votre micro. D'abord, merci à Cathy de nous avoir fait un bel exposé des avantages du mécénat collectif. En tant que praticien, je noterai que tout d'abord, ça nous permet de collecter plus d'argent, selon le principe que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Le deuxième avantage, bien évidemment, c'est que les choix sont plus raisonnés. C'est que l'intelligence collective a bien évidemment de meilleurs résultats dans une prise de décision. Et je rajouterais qu'il favorise l'analyse préalable. Et qui fait de l'analyse préalable va se pencher en général sur les causes du problème et donc va être plus proche d'une solution efficace en définissant une meilleure méthode, en définissant mieux l'objectif que l'on s'est fixé à plusieurs. Il va par définition améliorer la continuité, la pérennité de l'action. Et ça, c'est un point qui est important puisque le don est souvent ponctuel. Il part souvent d'un principe d'interpellation qui a touché une fibre sensible. Le collectif, lui, est beaucoup plus raisonné et il va aider à la continuité de l'action. Si on zoome maintenant sur le territoire, qui est notre sujet, dans le territoire, l'alliance territoriale va amplifier l'action et la visibilité. De façon naturelle, il va y avoir un effet caisse de résonance qui met en lumière les projets collectifs dans une petite ville ou sur un territoire. Il est clair que 10 entreprises qui s'unissent sur un thème tel que le décrochage scolaire dans une petite ville, c'est un événement. Ce n'est pas un événement de voir tel ou tel grand groupe financer un projet. Le deuxième avantage quand on zoome sur le territoire, c'est qu'un projet qui ne serait que social, quand on est individuel, devient sociétal. Un projet qui est un simple projet culturel, médical ou social, dès lors que la collectivité s'engage, dès lors qu'une dizaine d'entreprises s'engagent sur un thème, on passe à un projet sociétal, on passe du simple don à une mobilisation qui met en valeur une cause. Le troisième avantage, enfin, c'est qu'elle fédère les énergies complémentaires et des énergies pratiques, pas simplement de réflexion, pas simplement d'analyse des causes, mais des énergies qui sont très fortes lorsqu'il s'agit de fundraising. Rechercher des mécènes, c'est compliqué. Moi qui ai fait ça quasiment toute ma vie, et pourtant je suis un homme d'entreprise, j'ai constaté que quand on recherche des mécènes, on a à peu près 4% de taux de réussite, c'est-à-dire 1 sur 20, 1 sur 25. Alors que lorsque l'on fait jouer le collectif dans les territoires, on arrive rapidement à des taux qui sont de 60 à 80%, soit 15 à 20% de plus. Et ça, c'est la magie d'un groupe d'hommes qui a du mal à dire non à une cause locale, à une cause qui interpelle. Lorsqu'on parle de l'ascenseur social, des jeunes des quartiers, lorsqu'on parle à des chefs d'entreprise ou à des associations en disant nous allons nous unir pour traiter un problème identifié, dont nous avons identifié les causes, par définition, le taux de succès est bien plus grand. Et c'est la voie du succès. Merci beaucoup, Denis Metzger. Alors,
la voie du succès. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, Stéphanie, à Bordeaux, mais en tout cas, vous êtes en bonne voie, justement, avec ce fonds de dotation Bordeaux Mécène Solidaire qui existe maintenant depuis 10 ans sur la métropole bordelaise. Et donc, vous, ce rôle de tiers de confiance que vous avez tissé entre les associations locales et les entreprises, il répondait à un vrai besoin que vous avez senti. Donc, racontez-nous comment vous avez réussi à trouver ce chaînon manquant qui manquait sur le territoire bordelais. Merci Marion et bonjour à tous. D'abord, je tiens à dire que je me retrouve beaucoup, je nous retrouve beaucoup dans les deux interventions qui viennent de précéder et qui sont des visions macro qui nous amènent au local. Du coup, je propose d'apporter une vision très terrain, hyper locale et d'expérience. Ça fait un peu moins de 10 ans, hein, ça fait plutôt 8 ans qu'on existe et qu'on se développe. Et c'est vrai qu'on considère que c'est une belle réussite, qu'on est sur un taux de croissance annuel moyen de 20-25%, ce qui d'année en année devient de plus en plus grand et on en est très fiers parce que ça produit beaucoup de solidarité et d'impact. Oui, effectivement, il y a un vrai levier au niveau du local. La première chose, c'est beaucoup d'abord notre tissu d'entreprises locales, notamment sur la Gironde, ce sont d'abord des TPE, des PME. On a quelques ETI et on a quelques directions régionales de grands groupes, mais c'est un tissu plutôt de TPE et de PME qui ont du mal à se reconnaître dans le mécénat comme quelque chose qui est un étendard très loin, très grand, avec beaucoup de zéros. Et ils se sentent un peu perdus comme des gouttes d'eau. Et l'échelle locale leur convient hyper bien parce qu'il y a beaucoup de satisfaction à agir localement et à voir les fruits de son action. Ces entreprises et ces entrepreneurs, elles ont beaucoup d'envie et font d'ailleurs déjà beaucoup de choses sans forcément le dire, mais elles manquent de temps pour le faire parce qu'elles ont la tête dans le guidon, elles manquent de compétences et elles ne sont pas sûres de leur choix, elles manquent de confiance dans le secteur associatif et dans les acteurs et elles se sentent trop petites. Donc nous, on joue ce rôle effectivement de tiers de confiance, souvent avec humour, je leur dis, nous on est le Darty de l'histoire en fait, on est le label confiance parce que on passe du temps sur le terrain, on réunit des jurys et des équipes qui travaillent à la fois sur les diagnostics, sur la sélection des projets, sur leur suivi, leur accompagnement et les mesures d'impact social. Et peut-être qu'une TPE qui va faire un don modeste se sent petit, mais quand on réunit effectivement 10 TPE, 10 TPME et 10 PME autour d'un sujet clé qui peut être la lutte contre le décrochage scolaire ou l'accès au logement d'abord, ou voilà, des sujets qui nous préoccupent, et ben, on a un effet de levier qui est puissant. Et donc, fédérer un collectif permet d'avancer et de produire du fruit très concrètement. J'ajouterais aussi que le local, c'est une très belle échelle parce que c'est une échelle qui est propice à l'expérimentation en mettant tous les acteurs autour de la table. C'est une échelle aussi qui est propice à l'atterrissage et à l'essaimage de projets qui ont réussi ailleurs et qui peuvent apporter au territoire. Et du coup, c'est une très bonne échelle d'impact parce qu'on voit très concrètement les fruits. Donc voilà ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire à Bordeaux Mécène Solidaire avec pas mal de succès jusqu'à aujourd'hui. Et puis on a la chance de démarrer avec justement la Fondation Break Poverty un programme autour de la jeunesse avec la DAT. Donc on va continuer à faire levier sur le territoire et sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc, on le comprend avec vos interventions, ces alliances dans les territoires, elles sont très utiles, elles produisent beaucoup d'externalités positives et j'imagine qu'elles sont encore plus indispensables en temps de crise. Est-ce que vous pouvez peut-être les uns et les autres nous parler de comment la crise a joué sur vos différents collectifs et est-ce que vous avez vu une solidarité particulière naître de ces collectifs lors de la crise? Stéphanie, peut-être je te renvoie la balle puisque je sais que vous avez mis en place plusieurs choses à travers le premier confinement notamment. Et on continue sur le deuxième. J'ai passé ma journée à redispatcher à peu près 150 000 masques, 4 000 contenants pour les maraudes. Donc oui, on continue. En fait, il y a évidemment dans les confinements une urgence sociale hyper forte qui était encore plus forte lors du premier confinement puisqu'il y avait plus personne et ça a commencé par le fait qu'il n'y avait plus personne dans la rue, donc plus de manches, donc une urgence alimentaire très forte. Nous, on
s'est très rapidement concerté avec le conseil d'administration et on a décidé de concentrer nos efforts sur les besoins vitaux qui étaient l'alimentation, l'hygiène et la mise à l'abri principalement. Donc on a fait 2 choses en parallèle et en même temps et c'est vraiment ce trait d'union en fait qui est très important comme mission pour nous. On s'est connecté et coordonné avec les institutions locales, le CCAS et la soixantaine d'associations qui œuvrent sur l'urgence alimentaire, les maraudes, mais aussi la mise en place du centre de confinement des sans-abri infectés par le virus. Enfin, on a beaucoup travaillé sur cette coordination sociale de façon à ce que l'ensemble du territoire puisse être couvert parce qu'il y avait une forme de cacophonie entre ceux qui continuaient, ceux qui ne pouvaient pas continuer. Tout ça changeait du jour au lendemain à tous les niveaux, donc c'était assez complexe. Et de l'autre côté, on a vu, comme partout et comme sur beaucoup de sujets, un formidable élan de générosité de la part des entreprises et puis de leurs dirigeants et de leurs salariés aussi. Et on a reçu des mails et des appels qui nous disaient qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut livrer des repas. On a transformé notre usine qui produit des jus de fruits bio habituellement. Là, on fait de la solution hydroalcoolique. On veut pouvoir la donner aux associations. Donc, on a fait énormément de coordination d'un côté comme de l'autre. Et puis, on a lancé un fonds d'urgence où là aussi, les entreprises et leurs collaborateurs, encore une fois, ont vraiment répondu présent. Et on a pu venir en aide à pas moins de 7000 personnes sur cette période-là, ce qui est beaucoup et ce qui est à la fois, on en est fiers, mais ça montre aussi la grande difficulté. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'essouffler parce que l'hiver va être très, très long, même si on rentre dans une étape de déconfinement qui va être positive. Il y a quand même très, très peu de stock. J'invite tout le monde à donner aux banques alimentaires ce week-end. Il y a quand même très peu de stock et l'hiver va être particulièrement long. Donc oui, on a vu ça et on a vu beaucoup de solidarité dans l'ensemble des sens. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé et apprécié, c'est que tout le monde s'est mis d'égal à égal, associations, entreprises, dirigeants, collaborateurs, bénévoles. On avait le sentiment que tout le monde était dans le même bateau et que tout le monde voulait que tout le monde reste dans le bateau et que personne ne coule à côté. Et ça, c'est quelque chose de très fort et c'est quelque chose qui est gagné parce que ce travail ensemble transversal, complètement décloisonné qu'on n'avait jamais connu avant, du coup, il reste, il perdure. On l'utilise, on l'a moins utilisé en septembre-octobre et ça s'est tout de suite remis en place dès novembre. Donc, c'est précieux et ça continue. Cathy, je sais que sur Marseille aussi, vous avez vu des initiatives spontanées se mettre en place à l'occasion du Covid, notamment une initiative au profit des gens de la rue et donc des fédérations d'acteurs qui se sont mises en place spontanément. Dites-nous-en un peu plus. Oui, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est tombé de manière concomitante avec la date de remise du rapport, puisqu'on a remis le rapport en plein confinement. Et en fait, l'introduction de ce rapport était finalement de constater qu'en période de crise, c'était l'entraide et la collaboration qui l'emportaient finalement pour essayer de survivre ensemble, ce qui paraît assez contre-intuitif, mais là, au moment où tout le monde parlait du monde d'après, de comment serait le monde d'après, alors qu'on estimait dans un monde hyper individualiste, c'était assez étonnant de voir que finalement, c'était vers l'entraide et la collaboration que l'instinct de survie des hommes nous poussait. Et effectivement, on a vu des choses assez inédites, des alliances inédites se mettre en place sur les territoires. Le témoignage de Stéphanie est frappant. Et à Marseille, moi, ce qui m'a été donné d'accompagner justement une initiative qui s'est mise en place pour mettre à l'abri des sans-abri ou des personnes vivant dans des squats pendant le confinement, avec donc une fédération, des associations qui se sont fédérées alors que, comme le dit Stéphanie, elles n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble avant. Donc là, elles ont uni leurs forces parce qu'elles ressentaient le besoin d'agir mieux, de manière plus coordonnée pour être plus efficaces. Elles ont sollicité des acteurs économiques, dont un village de vacances qui a mis à disposition sa structure hôtelière qui était vacante pour héberger ces personnes à la rue. Et il y a eu un dialogue initié avec les pouvoirs publics. C'est là où vraiment l'alliance s'est faite avec les trois entités pour pouvoir combler les trous dans la raquette. Il faut avoir ce dialogue avec les pouvoirs publics qui savent là où eux n'arrivent plus à agir, ou est-ce qu'il n'y a pas assez de moyens ou de centres d'hébergement qui s'ouvrent. Donc en fait, tout ça a été
montée, coordonnée, créée par l'association avec l'acteur économique, entièrement financée par l'État qui est allé via l'ARS pour valider les conditions, avec le SIAO qui est donc en charge des solutions d'hébergement. Tout ça s'est construit main dans la main pour avoir un dispositif qui a abrité quasiment 200 personnes pendant plusieurs semaines, comme étant vraiment une vraie réponse d'innovation sociale. Tout à l'heure, on parlait d'intelligence collective, c'est vraiment ça. Ça a permis d'avoir une innovation sur un dispositif qu'aujourd'hui tout le monde aspire à reproduire pendant cette période à nouveau difficile. Et juste pour conclure là-dessus, je dirais que finalement, c'est pas très étonnant que la question des alliances et du collectif, du jouet collectif pour répondre à des besoins de société fasse partie des objectifs de développement durable. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup en avant dans le rapport. C'est le fameux ODD 17 qui nous invite à construire des partenariats pour répondre à des problèmes de société. Donc, parce que c'est plus efficace, parce qu'effectivement, ça résout ensemble des problèmes qu'on ne résoudrait pas tout seul, et aussi parce que c'est un vrai outil de stimulation démocratique. Aujourd'hui, les citoyens ont envie de s'engager. On l'a vu pendant la crise, ça a révélé justement cette envie d'agir et d'être solidaire. Et par la construction de ces alliances et de l'action collective, on arrive à stimuler justement notre démocratie et la cohésion sociale. Donc, c'est très important, je trouve, de le favoriser. Alors, on arrive un peu au terme de cette première partie. On a bien compris à travers toutes vos interventions toute l'utilité de ces alliances dans les territoires pour justement plus d'impact, plus de partage de connaissances. Mais donc, la question que se posent peut-être les participants qui nous écoutent, c'est vraiment le comment. Comment je passe à l'action? Comment je fais en sorte pour qu'un collectif il se structure et il fonctionne sur le territoire? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Avant de vous redonner la parole, je voudrais juste refaire un petit sondage avec les participants pour connaître quels sont, selon vous, les ingrédients indispensables pour qu'un collectif d'acteurs engagés fonctionne sur un territoire. Alors, n'hésitez pas à nous donner des mots-clés de qu'est-ce que ça vous inspire, voilà, des ingrédients clés pour un collectif réussi. En attendant que vous réagissiez dans le module conversation, je vais d'abord donner la parole à Denis Metzger. Vous avez mis en place 3 expérimentations réussies dans des territoires différents, Romans-sur-Isère, Béthune et Nantes, qui ont remporté un franc succès. Donc, peut-être que vous pouvez déjà nous éclairer sur vous, quels ont été ces ingrédients, ces facteurs clés de succès qui ont fait que les entreprises se sont mobilisées pour votre projet. Alors, tout d'abord, si on réfléchit aux clés du succès, je crois qu'il y a un préalable général à faire. C'est que l'une des conditions sine qua non, c'est l'existence d'un facteur d'indignation collective. Alors, le don et le mécénat reportent bien évidemment sur l'indignation. On essaie de répondre à un problème qui vous motive. Et donc, dans le mécénat collectif, il faut être bien sûr qu'il y a un facteur d'indignation collective. S'il n'y a pas d'indignation collective, par définition, s'il n'y a pas un sujet central à la collectivité, il n'y aura pas d'adhésion collective et donc il n'y aura pas de mobilisation. Alors, les exemples, on les connaît, on connaît bien cette problématique de Corrèze plutôt que Zambèze, mais la proximité de la cause aide à la mobilisation collective. C'est-à-dire qu'à Calais, on sera certainement plus sensible à la cause des migrants. À Chamonix, on sera plus sensible au réchauffement de la planète vu la disparition des glaciers. Et à Nantes, on a été surpris de l'adhésion collective lorsque l'on a parlé aux chefs d'entreprise de la pauvreté des jeunes dans les QPV, puisque plus de 40% des jeunes des QPV sont sous le seuil de pauvreté, 60% n'arrivent pas au bac, 40% sont chômeurs, alors que Nantes est la ville la plus riche de France, avec le taux de croissance le plus élevé. Donc, c'est en interpellant sur un problème à sensibilité collective qu'on a les chances de réussir. Plus concrètement, si on regarde les clés de la réussite des alliances territoriales, je crois que tout d'abord, il faut avoir un porteur de projet qui soit de qualité et qui accepte de passer du temps, voire de se former à une méthode qui sera commune à l'ensemble des acteurs. Le deuxième facteur, c'est de proposer un diagnostic clair. Je crois que très souvent, on va vers
vers des causes qui interpellent, mais on oublie souvent de faire un diagnostic causal, et ce qui va, troisièmement, bien évidemment, nous empêcher de définir avec précision l'impact recherché. Or, cette notion de recherche d'un impact bien défini est absolument essentielle. Pour exemple, il est plus facile de convaincre sur nous allons sortir 1000 jeunes de la pauvreté. Il est plus facile de dire nous allons trouver des logements pour 20 sans-abri dans la rue, plutôt que d'avoir une cause sur laquelle il sera difficile de mettre un objectif et un impact. Et enfin, une raison de succès sera sans doute l'implication des acteurs sur la durée. Et pour ça, il est important de demander aux mécènes plus qu'un simple don. Le don financier, on y pense une fois par an, dans un jour sombre de décembre, alors que pour agir sur la durée, il faut impliquer ses salariés sur une cause, si possible, choisie par eux. Et c'est comme ça que le pari sera gagné. Il est clair que dès lors qu'on arrive à demander aux salariés quelle est la cause, quelle est la cause qu'ils choisissent, dès lors qu'on arrive à demander aux salariés de parrainer, de faire du mentorat ou d'aider sur tel ou tel aspect du problème, la cause est gagnée et le mécénat collectif va prendre toute son ampleur. Merci beaucoup pour cette première réaction. Je vois que vous avez été très inspiré dans le module conversation. J'ai noté quelques facteurs clés de succès pour vous, des objectifs communs à définir bien en amont, un partage de valeurs, la confiance, l'implication des partenaires, une vision commune, identifier l'existant pour voir les manques. Donc là, on en revient à la question du diagnostic, l'écoute, la transparence, abandonner les égos, la question du leader qui peut impulser la démarche, financer la conception du projet aussi, la gouvernance. Donc, bon, beaucoup de facteurs clés de succès. Peut-être qu'avec Stéphanie, on peut revenir sur quelques-uns de ces enjeux. Je sais que quand on a préparé ensemble cette intervention, tu m'as pas mal parlé de la question de l'animation. En effet, des questions des RH, un collectif, ça ne s'anime pas tout seul. Et puis la question aussi de l'implication des parties prenantes était importante pour toi, mais je te laisse réagir à tous les mots qui t'inspirent dans ce module conversation. Ah oui, alors moi aussi, je regardais le module conversation qui est très, très riche, où je retrouve énormément, énormément d'éléments et de points clés. Après, ce qui est merveilleux avec les territoires, c'est que chaque territoire a ses spécificités et donc chaque collectif aussi a et aura ses spécificités. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le garder. Il n'y a pas une méthode clé, il y a des grandes méthodes. Moi, j'avais un peu divisé ça en… D'abord, il y a pour faire collectif, il y a la question du pourquoi, il y a la question de la cause et des causes. C'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble ou pourquoi on va aller chercher des petits copains pour faire ensemble. Et je trouve que Denis l'a très bien dit, sur quoi est-ce qu'on souhaite s'indigner et sur quel enjeu, au pluriel, ça peut être, hein, on veut vraiment changer la donne et avoir un impact. Ça, c'est vraiment le premier sujet. Et c'est ensuite dans le comment qu'on va animer et impliquer. La première donnée, elle est vraiment autour de cette notion de se comprendre. Je pense que c'est d'abord des hommes et des femmes, qu'ils soient dans les projets associatifs, qu'ils soient dans les entreprises, qu'ils soient dans les collectivités. Ce sont souvent hein, des langages différents, des attentes différentes, des temporalités différentes. Et nous, on a un principe actif qui est extraordinaire de simplicité, mais d'efficacité aussi, c'est la rencontre. On passe énormément de temps et même entre deux confinements, on y arrive encore très, très bien à visiter des projets, à prendre par la main des entreprises, les emmener visiter des associations, mettre autour de la table la collectivité, l'association, l'entreprise. Et ça, pour nous, c'est une clé hyper centrale. Se parler, s'écouter, visiter, se comprendre. C'est à partir de là qu'on crée de l'implication et de la dynamique sur une échelle locale. J'ajouterais aussi qu'il faut des moyens parce qu'après, pour animer
une gouvernance qui grandit au fil des années et des projets aussi qui grandissent, parce que c'est vraiment l'objectif au fur et à mesure des années, il faut des moyens. Ces moyens, ils sont internes, bien sûr, c'est-à-dire une équipe projet qui va grandir. Ils sont aussi externes, hein, toute cette notion de gouvernance. Nous, on travaille avec des comités de pilotage par programme thématique. On travaille avec des jurys spécifiques sur des appels à projets thématiques aussi, où justement on peut partager des expertises de différents horizons. Et puis avec un conseil d'administration qui s'élargit d'année en année et avec des bénévoles. Donc voilà, les moyens, ils sont internes, ils sont externes. Et je crois que c'est très important là aussi de se dire, OK, quelle est notre ambition? C'est-à-dire, on veut lutter contre la pauvreté des jeunes. Combien sont-ils et combien nous faut-il pour faire ça? Il nous faut des moyens financiers, il nous faut des moyens humains. Effectivement, là, pour la DAT, on a fini notre diagnostic et on a identifié sur la métropole bordelaise 20 000 jeunes en situation de pauvreté, 5 000 enfants vulnérables, 10 000 jeunes en risque de décrochage scolaire et encore 5 000 jeunes qui sont ni en emploi ni en formation et qui ont moins de 25 ans. Donc, c'est effectivement hyper concret et ça nous permet aussi de dimensionner combien on va chercher pour répondre à ces besoins-là. Donc ça, c'est important. Et enfin, il y a toujours un point qu'on a tendance à oublier parce qu'on a une approche très professionnelle et qu'on veut bien faire, c'est le plaisir. Le plaisir, il est hyper central dans tout ce qu'on fait. On travaille sur des sujets qui sont lourds, qui sont durs. Moi, j'ai régulièrement au téléphone des moments difficiles, des associations qui vivent des moments durs, mais c'est aussi énormément de plaisir, de satisfaction quand on réussit et au micro, on réussit et c'est merveilleux. Il y a du plaisir à partager, il y a du plaisir à échanger, il y a du plaisir et c'est aussi ce plaisir qui fidélise et qui permet d'aller plus loin et de construire et qui donne une dynamique d'entraînement positive. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier cette notion de plaisir à tous les niveaux. Voilà. Merci Stéphanie de nous partager ces bonnes ondes du collectif. Cathy Racombouzon, vous êtes à l'initiative de la toute jeune fondation de Marseille qui vient de voir le jour. Peut-être que vous pouvez aussi nous partager les difficultés et les ingrédients un peu clés qui ont permis à cette fondation de voir le jour. Quels sont un peu, comment vous avez fait déjà pour vous mettre d'accord avec les autres parties prenantes sur le but de cette fondation et puis ensuite comment vous avez réussi à petit à la construire et qu'elle prenne forme avec tous ces différents enjeux. Il faut rallumer votre micro. Voilà, excusez-moi. Donc, disons que j'ai été à l'initiative de l'idée de cette fondation de Marseille parce que, comme l'a dit Denis, c'est parti d'une indignation qui était mon indignation et de me dire, voilà, maintenant je suis élue à Marseille, mais j'aimerais agir de manière très opérationnelle puisque je suis un nouvel élu avec une pratique que j'inventais et j'avais envie de donner une dimension un peu opérationnelle à mon action. Et j'avais cette indignation en tant que Marseillaise particulièrement concernée par les sujets sociaux de mon territoire, de me dire mais comment est-ce qu'on peut agir plus vite et comment est-ce qu'on peut fédérer tous ces acteurs économiques que je vois agir chacun dans leur coin et qui ont envie de faire des choses, mais on n'arrive pas à cibler le bon sujet, la bonne cause, la bonne action et à s'agréger pour agir plus fort ensemble. Donc, en fait, j'ai mis autour de la table des gens que j'avais rencontrés au tout début de mon mandat et que je savais sensibles à cette même indignation et à cette même envie de faire. Et puis, on a travaillé ensemble, réfléchi ensemble, brainstormé ensemble à ce que ça pourrait prendre comme forme. Et puis, à partir de là, c'était plus mon rôle de faire parce que la fondation, elle devait être absolument apolitique, agnostique et être indépendante des pouvoirs publics, même si elle doit dialoguer avec les pouvoirs publics pour voir là où il faut agir, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, il fallait qu'elle prenne son envol toute seule, sans moi. Et donc, je continue à l'accompagner et à l'observer, mais suffisamment de loin pour que ce ne soit plus, que je ne sois plus pas impliquée à l'intérieur de son organisation. Et donc, elle a été confiée à 4 pionniers, 4
acteurs économiques de la région, qui sont des philanthropreneurs, c'est-à-dire que ce sont des jeunes entrepreneurs très actifs qui ont toujours eu un parcours de philanthropie en parallèle de leur business, donc il y avait cette envie d'agir pour l'intérêt général, qui se sont donc emparés de la fondation et qui ont travaillé avec un catalyseur territorial, c'est-à-dire un animateur de création d'alliances qui nous a aidés, qui les a aidés à les faire accoucher effectivement de l'objet social de cette fondation, de savoir sur quoi elle voulait œuvrer, de savoir comment est-ce qu'elle allait choisir aussi son véhicule juridique, comment est-ce qu'elle allait exister et comment est-ce qu'on allait sélectionner les projets, comment est-ce qu'ils allaient se structurer. Donc tout ça a donné lieu à beaucoup de réunions, beaucoup de moments de convivialité aussi, de partage, de rigolade, d'envie de faire, parfois des moments de ralentissement. Et puis, elle a fini par effectivement voir le jour très concrètement pendant la crise, puisqu'elle a été réellement structurée. Elle est abritée aujourd'hui par la Fondation de France et donc elle a commencé à œuvrer pendant le début de la crise Covid en mars et avril dernier. Et donc aujourd'hui, voilà, elle continue à vivre. Les 4 pionniers ont investi chacun sur 5 ans un certain montant qui est dédié au fonctionnement de la fondation pour que tous les dons qui seront faits par les autres acteurs, par les autres entreprises qui la rejoignent et par les particuliers qui peuvent faire des dons, soient 100% fléchés sur les projets. Ça, c'était un choix qui avait été fait dès le départ, que effectivement l'intégralité des dons aille au projet. Et je dis ça parce que c'est un point important et aussi qui est une des conclusions de la mission qu'on a menée, c'est de voir comment est-ce que la structuration de l'alliance amène ensuite à son animation dans la durée et au financement de cette ingénierie. Finalement, le nerf de la guerre, une fois qu'on a levé les freins culturels, qu'on a réussi à susciter l'envie de faire ensemble la rencontre et que tout ça a pris, comment est-ce qu'on anime dans la durée la fondation ou l'alliance qui est créée. Et c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui à la Fondation de Marseille. Comment est-ce qu'on enchaîne et on arrive toujours à aller de l'avant. Et c'est une des conclusions qu'on a faites et une recommandation qu'on a fait au ministère, c'est que les pouvoirs publics, justement, changent finalement leur fusil d'épaule et ne soient pas uniquement des subventionneurs de projets, mais soient aussi des facilitateurs, des coordinateurs et des animateurs de ces alliances et en finançant l'animation et l'ingénierie des alliances. Et ça serait nouveau parce que ça n'existe pas aujourd'hui et je pense que c'est ce qui permettrait dans le temps de les faire durer. Merci beaucoup de revenir sur cette question du modèle économique qui est fondamentale et qu'il faut se poser bien en amont pendant la conception du projet pour ne pas ensuite se retrouver avec des difficultés financières et l'impossibilité d'animer ce collectif. Et donc, vous avez beaucoup parlé du rapport avec les pouvoirs publics. J'aimerais vous faire réagir aussi à ça. Comment on fait pour trouver justement un bon équilibre entre implication des pouvoirs publics tout en gardant son indépendance par rapport au projet. Denis Metzger, vous me disiez que de toute façon, la première personne que vous rencontriez quand vous allez sur un territoire, c'est forcément le maire, puisque le projet est toujours co-construit avec les pouvoirs publics. Là aussi, le micro est coupé. Excusez-moi. Oui, la question, comment faire en sorte que le collectif ne perde pas son indépendance dès lors que l'on travaille avec les pouvoirs publics. Je pense que perdre son indépendance, c'est plus un risque dès lors que l'action est portée par un triptyque large. Nous avons fait le choix d'associer les entreprises, les associations et les collectivités publiques. Et par définition, lorsqu'on parle de social, de culturel, ou même de santé des plus pauvres, la place de la collectivité publique est très importante. Nous sommes dans un état de droit, dans une social-démocratie qui dépense beaucoup, qui investit et dépense beaucoup sur son social. Et donc, il est normal que l'on s'intègre à cette structure qui est formidable à bien des égards. Donc, dès lors que l'initiateur est privé et dès lors que l'on amène un collectif à travailler ensemble, je pense que la question d'indépendance ne se pose pas. Il pourrait éventuellement se poser, et on a eu cette difficulté, lorsque le porteur de projet est une fondation territoriale qui est présidée par le maire ou un organisme public.
Là, il est certain que les dons pourraient, dans l'esprit des entreprises, s'assimiler à un impôt et que ça serait contre-productif. Nous ne rechignons pas, bien évidemment, à faire appel aux fonds publics, puisque à Romans-sur-Isère, qui était notre premier projet pilote sur la DAT en faveur des jeunes défavorisés, nous avons trouvé 700 000 € de fonds privés auprès d'une quinzaine d'entreprises, et nous avons trouvé 400 000 € de la part des pouvoirs publics, départements, régions et mairies. Donc, on voit bien les synergies. Le porteur de projet, c'était un collectif d'entreprises, mais par définition, on avait besoin de la collectivité sur les programmes d'insertion des jeunes, et en particulier sur une Digital Academy que l'on a créée à Romans-sur-Isère, Digital Academy, qui est un programme qui est relativement lourd, puisqu'il s'agit de faire des études supérieures à des enfants qui ne peuvent pas quitter leur ville natale. Donc là, il a fallu trouver des locaux, il a fallu trouver des subventions publiques. On ne pouvait pas créer une Digital Academy à Romans-sur-Isère sans l'aide des pouvoirs publics. On le comprend, les synergies, elles sont réelles entre les pouvoirs publics et les acteurs qui veulent agir en collectif, notamment sur cette question du diagnostic territorial. C'est toujours très intéressant d'avoir l'appui des pouvoirs publics qui connaissent très bien leur territoire. Stéphanie, toi aussi, tu as été confrontée à cette question de comment impliquer, enfin, puisque la mairie de Bordeaux était à l'initiative du projet de Bordeaux Mécènes Solidaires, et ensuite comment trouver la bonne place entre la collectivité et les autres acteurs. Oui, nous, ça a été une question centrale de démarrage. Alors, le fonds de dotation Bordeaux Mécènes Solidaires a été créé avant mon arrivée. Il a été créé en août 2012. Il a été porté sur les fonds baptismaux par une élue qui s'appelait Véronique Fayet, qui est aujourd'hui présidente du Secours catholique France et qui a déjà une fibre associative très forte. Alain Juppé, à l'époque, avait évidemment validé et coporté ce projet. Et moi, je suis arrivée pour lui donner vie concrètement parce que quand il n'y a personne pour y travailler, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est vrai qu'au moment de la création, il y avait cette envie d'ouverture aux entreprises et aux acteurs du territoire. Mais dans le conseil d'administration, on avait 6 représentants des fondateurs, Ville, CCAS et Crédit municipal de Bordeaux, et seulement 3 personnalités qualifiées. Et le maire de Bordeaux était le président. Aujourd'hui, donc quelques années plus tard, on a un conseil d'administration qui est composé de 14 personnes. On a toujours nos 6 membres fondateurs qui ont toute leur place et qui apportent énormément d'expertise. Mais on a aussi 8 personnalités qualifiées issues de l'entreprise et de la société civile. Et le fonds est présidé par un dirigeant d'entreprise locale. Et en cours de route, on a aussi fait descendre toute une partie du pouvoir, finalement, dans des comités de sélection de projets, dans des comités de pilotage, de façon à pouvoir impliquer et engager. Au niveau des décisions de soutien, puisqu'on est collecteur et redistributeur, jamais un élu ne décide d'un soutien chez nous. Dans nos comités de sélection de projets ou dans nos comités de pilotage, les élus ne sont pas présents. On a des fonctionnaires territoriaux, des opérationnels, des techniciens qui sont brillants et qui apportent énormément, mais on préfère qu'il n'y ait pas d'élus, non pas qu'ils n'aient pas de compétences, parce qu'ils en ont, et quel que soit le bord. D'ailleurs, on a connu plusieurs partis politiques dans notre conseil d'administration, donc c'est vraiment pas le sujet. Je crois que quand on met tout le monde autour de la table, autour d'un objectif commun, on met de côté les sujets qui peuvent être politiques, mais justement parce qu'on veut pas que ce soit, on veut pas qu'il y ait qu'on puisse être taxé ni de clientélisme ni de relations privilégiées. C'est volontairement fait comme ça. Et de la même façon, les entreprises avaient besoin, et moi c'était vraiment une conviction très forte dès le démarrage, et ça a été une condition même pour mon arrivée, avait besoin de comprendre qu'on était bien là dans un travailler ensemble à parité public, privé, société civile pour le bien commun, et pas dans un lieu où finalement le politique viendrait chercher l'argent privé pour faire plus que ce qu'ils ne font déjà avec l'impôt. Parce que ça, effectivement, je rejoins Denise, c'est contre-productif, même si ce n'était pas la volonté de départ, très clairement. La volonté était juste et
moralement tout à fait louable, mais il fallait qu'elle soit incarnée par une gouvernance qui corresponde à ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on a bien décloisonné et que ça fonctionne très très bien, et même avec le changement de municipalité et donc le changement de bord aussi, ça fonctionne très très bien parce que justement on est tourné vers un même objectif et que chacun a sa place et personne n'outrepasse ses droits. C'est-à-dire que l'entreprise est tout à fait capable d'entendre et d'écouter la collectivité qui met le doigt sur les éléments de diagnostic, et la collectivité est tout à fait capable d'entendre et de comprendre les priorités qu'une entreprise peut avoir en termes de thématiques d'action ou d'urgence d'action. Donc voilà, ça c'est vraiment très important pour nous que chacun trouve sa place. Et c'est très riche aussi parce que voilà, faire des diagnostics, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. C'est aussi du temps. Le temps, c'est aussi de l'argent. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà au sein des collectivités et des institutions. Je pense à la CAF, aux missions locales, enfin à beaucoup d'acteurs locaux. Donc autant s'irriguer et se nourrir les uns les autres. C'est-à-dire qu'on reçoit leurs éléments, ils reçoivent les nôtres, on en débat et du coup c'est enrichissant pour tout le monde. Et ça c'est très 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 important. Donc je pense qu'aujourd'hui on a plutôt bien résolu cette question-là, voire même c'est pour nous un positionnement très très positif de dire qu'on est de ce travailler ensemble et de le mettre en œuvre au quotidien. Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne. On a fait un bon tour sur cette question du comment, même si évidemment il y a encore beaucoup de sujets qui restent en suspens. Je retiens en tout cas plusieurs éléments à ne pas négliger pour créer et faire vivre un collectif, notamment la question du diagnostic, pour cerner vraiment les besoins du collectif, les besoins du territoire et y répondre. La question du dialogue pour bien se mettre d'accord sur l'objectif commun, la question de l'animation et de l'ingénierie pour faire vivre le collectif. La question de la gouvernance partagée pour réussir à impliquer toutes les parties prenantes, et puis la question de la mesure d'impact pour vérifier l'utilité des actions menées. On aurait pu parler de bien d'autres choses. On va passer maintenant à la troisième partie pour voir un peu maintenant, une fois qu'un projet collectif il a fait ses preuves sur un territoire, comment on peut le développer, voire même l'essaimer. Denis Metzger, votre ambition, c'est d'aider 100 000 jeunes dans 50 territoires. Là, pour l'instant, vous avez mis en place 3 expérimentations. Et pour développer le modèle de la Break Poverty, vous avez mis en place une méthode pour essaimer sur plusieurs territoires. Dites-nous un peu comment on fait pour essaimer à grande échelle. D'abord, un bref rappel sur ce que c'est que la DAT. La DAT, comme certains l'ont compris, c'est une alliance territoriale qui vise à concentrer les efforts sur une localité pour prévenir la pauvreté des jeunes, essentiellement en prévenant le décrochage. Mais avec une pédagogie, puisqu'il s'agit de faire comprendre aux acteurs locaux, les acteurs économiques locaux et les citoyens, qu'il vaut mieux prévenir que guérir et qu'il faut donc s'attaquer aux racines du problème qui commence dès la petite enfance. Donc c'est un programme qui est assez vaste, qui touche la petite enfance, les projets associatifs tournés vers la petite enfance, vers la parentalité, les projets associatifs tournés vers le décrochage scolaire et les projets associatifs tournés vers l'accès au premier emploi. Donc c'est un programme qui est assez large, mais dont l'objectif est très clair, prévenir la pauvreté des jeunes, pour que les jeunes qui naissent pauvres ne deviennent pas des adultes pauvres. On connaît l'inégalité de destin dans notre pays. Alors, quelle méthode nous avons retenue? Tout d'abord, nous avons démarré sur des projets pilotes. Un premier projet pilote à Nantes, et les promoteurs de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté nous ont demandé d'étendre ce projet pilote à une grande métropole, Nantes, et puis à une ville particulièrement déshéritée du bassin minier qui est Béthune. Donc, nous avons testé le concept sur 3 projets pilotes. Et lors de cette mise en place, nous avons mis au point une méthode qui passe par un diagnostic, premièrement, ensuite une sélection de projets, qui passe par un module levée de fonds auprès des entreprises et ensuite un module suivi d'impact. Et ce sont ces modules qui vont nous permettre de bâtir des outils, et nous avons mis ces outils à disposition sur une plateforme digitale nationale qui a été réalisée avec le soutien de la Fondation Accenture. Donc, il y a aujourd'hui l'ensemble des outils qui passent par
la rédaction de contrats, le fundraising, le diagnostic territorial qui sont définis avec méthode sur cette plateforme digitale nationale. Ensuite, nous avons procédé au recrutement de délégués régionaux. Et là, nous sommes fait aider par des mécènes privés, en particulier Total, Crédit Mutuel et d'autres, et les promoteurs du plan pauvreté. Et donc, nous avons pu recruter 3 délégués régionaux qui eux-mêmes vont sélectionner des porteurs de projets locaux, 50 référents locaux, qui vont animer 50 territoires, qui seront payés par le projet, par le porteur de projet local. Ça, c'est important. On a beaucoup réfléchi à qui financerait le porteur de projet local. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait un minimum d'engagement du porteur local et qu'il doit dégager une personne à mi-temps sur la première année, grossièrement. Et ensuite, nous avons donné accès à ces premiers référents à un programme de formation collective en 3 modules et avec la promesse de 15 jours hommes de formation individuelle pour chacun de ces référents. Donc, nous sommes là maintenant entrés dans un mode de formation pour expliquer quels sont les écueils et quelle est la bonne méthode pour réussir à implanter cette DAT sur les territoires. En parallèle, nous menons une opération de plaidoyer pour passer par voie législative, parce que nous pensons que cette politique, et je vais utiliser un terme de marketing, cette politique du push est formidable, mais nous ne pourrons pas aller dans 36 000 communes. Donc, il faut aussi qu'il y ait un appel d'air, qu'il y ait un pool par voie législative. Et nous souhaitons à terme généraliser l'appel à une mobilisation générale des entreprises, à faire du mécénat social au plus près de leur territoire. Et la loi, telle que nous la concevons aujourd'hui, devrait permettre de demander aux entreprises d'allouer jusqu'à 2% de leurs résultats nets à des causes locales, en particulier l'avenir de la jeunesse. Et elles fixeraient leur objectif 0,5%, 1%, jusqu'à 2%, avec l'obligation, ça serait la seule obligation, l'obligation de rendre publiques leurs actions en faveur de la jeunesse, c'est-à-dire en faveur des générations futures. Voilà le thème qui a été traité par Reporti avec méthode. Aujourd'hui, nous avons sélectionné une douzaine de territoires. Nous avions un objectif de 20 pour la fin de l'année. On sera un petit peu en retard, mais pas beaucoup. Le confinement ne nous aide pas. Et nous avons l'ambition de toucher 100 000 jeunes sur 50 territoires dès 2022. Merci Denis, on sent toute la rigueur de la méthode d'essaimage et donc vous avez investi quand même lourdement pour mettre en place des outils pour favoriser cet essaimage. Stéphanie, toi aussi, tu as des envies d'essaimage, que ce soit au niveau national ou local. Ça t'arrive de pouvoir conseiller sur le modèle de Bordeaux Mécène Solidaire si des gens veulent le reproduire. Et puis je sais qu'au niveau local, vous allez aussi essayer d'étendre un petit peu vos actions à des territoires plus ruraux. Oui, Marion, d'abord, je voudrais en profiter pour remercier Denis, puisqu'on est pour la métropole bordelaise référent DAT, et donc accompagné par la Fondation avec beaucoup de plaisir et de professionnalisme, et ça nous apporte beaucoup. Ça nous donne un rythme sur ce sujet-là qui était déjà un sujet prioritaire chez nous, mais qu'on traite en tant que tel aujourd'hui. Et on est ravis de le faire et on est ravis de rentrer dans cette dynamique et dans cet esprit d'équipe aussi avec les territoires qui sont en train de nous rejoindre dans cette dynamique. Ça, c'était pour le premier point. Nous, on n'a aucune volonté d'essaimage en tant que tel, enfin aucune envie d'hégémonie. On est né à Bordeaux et on a tout de suite posé le fait qu'on n'était absolument pas
bordelais. On était d'abord Bordeaux Métropole et ensuite Gironde. Aujourd'hui, on est Gironde. Effectivement, on a quand même bien étendu, donc il fallait attendre de grandir et de pouvoir avoir une capacité de soutien plus grande pour pouvoir le faire. Mais là, aujourd'hui, 2020-2021, on est vraiment Gironde. Est-ce qu'on ira un jour en Nouvelle-Aquitaine? C'est pas prévu, c'est pas exclu, donc ça reste ouvert, mais en tout cas, on sait qu'on n'ira jamais plus loin parce qu'on serait plus pertinent en termes de territoire et que d'autres acteurs le feraient beaucoup mieux que nous. Après, on est très sollicité et on répond comme autant qu'on peut sur du partage d'expérience pour que d'autres puissent s'inspirer de l'expérience bordelaise. C'est vrai qu'on a Metz Mécène Solidaire, on est très heureux d'avoir ces alliés et on s'appelle régulièrement pour des partages d'expérience, mais avec d'autres fondations territoriales également. Je pense à Angers Mécénat et à d'autres. C'est important pour nous ces partages d'expérience et on fait partie maintenant un peu des anciens, même s'il y a plus vieux que nous avec la Fondation de Lille notamment. On est ravis de partager et de partager notre expérience. Mais ça se limite à un partage d'expérience. Aujourd'hui, on n'a pas de volonté d'essaimage sur d'autres territoires. Voilà, bien couvrir le nôtre, ce sera déjà super. Merci. Cathy Racon-Bouzon, je vais vous laisser l'ouverture avant qu'on prenne les questions des participants. N'hésitez pas à poser vos questions dans le module questions-réponses que Clara pourra ensuite nous délivrer. Cathy, je sais que vous avez fait des recommandations pour que ce modèle de mécénat collectif puisse se déployer à grande échelle sur l'ensemble du territoire. Dans ce fameux rapport que vous avez rendu à Gabriel Attal, quelles sont les prochaines étapes, les propositions que vous avez envie de pousser pour faire en sorte que ce modèle de mécénat collectif puisse voir le jour et lever les freins qui restent encore? Alors effectivement, on a fait 4 propositions de chantier au gouvernement, 3 qui relèvent de compétences gouvernementales et une qui est plutôt de l'ordre législatif. Dans les propositions qui relèvent d'un plan d'action du gouvernement, on a proposé de mettre en place une plateforme du collectif Impact. Alors ce qu'on appelle le collectif Impact, c'est ça, c'est ce jouet collectif et pour avoir plus d'impact ensemble. Et donc cette plateforme, l'idée est qu'elle ait un volet numérique, évidemment, qui permettent de mettre en réseau tout le monde, qui mettent aussi accessible à tous tout ce qui existe déjà comme bonne pratique, comme partenariat pour créer de l'inspiration, de l'émulation et de la mise en relation virtuelle. Donc pour que ça fonctionne, il faut que ce soit aussi animé dans la vraie vie, entre guillemets, avec donc des brigades du collectif Impact qui pourraient être déployées dans les territoires, qui sont finalement ni plus ni moins que les catalyseurs d'alliances qui existent déjà et qui sont effectivement souvent les premiers à la manœuvre pour mettre en réseau les bonnes personnes, savoir qui a envie de faire ça dans un coin et appeler l'autre et susciter cette rencontre, cette convivialité et cette envie de faire ensemble. Donc ça, c'est la première recommandation, la création de cette plateforme-là. Ensuite, de ça découle un programme d'investissement pour soutenir ce qu'on a appelé la transition par le collectif Impact dans les territoires. Donc là, c'est catalyser l'émergence des alliances, financer l'ingénierie et l'animation de ces alliances, créer des tiers-lieux qui sont vraiment des lieux effectivement de partage d'expériences, d'idées et qui permettent l'émergence de ces idées-là. Des fonds d'amorçage pour les alliances, une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on démarre, comment est-ce qu'on arrive à financer le début de l'innovation, et puis l'évaluation. Donc tout ça, c'est un grand plan d'investissement dont on attend, qui contribue à vraiment un plan de relance par l'innovation sociale. Donc c'est très en phase avec ce qui est attendu aujourd'hui. Il y a un levier, un chantier qui est lié à l'éducation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est comment est-ce qu'on peut éduquer les nouvelles générations à penser autrement, à apprendre autrement, à penser autrement pour faire autrement. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit issu du milieu de l'entreprise, du milieu associatif ou des grandes écoles de l'administration qui amènent à avoir des fonctions de direction dans les pouvoirs publics, on est globalement assez formaté pour travailler chacun dans notre coin en silo avec un certain nombre de compétences qu'on a du mal à faire les pas de côté. Et aujourd'hui, tant qu'on n'apprendra pas aux enfants, puis aux adolescents et ensuite aux jeunes adultes à travailler justement différemment pour travailler collectivement de manière vraiment transversale, avec des réflexions plus transversales et avec plus de capacité à être audacieux, à prendre du risque et à imaginer les choses différemment, tout ça ne permettra pas d'avoir ce type d'alliance efficace
parce que finalement, on retournera toujours dans des schémas assez habituels. Donc ça, c'est vraiment une recommandation forte qu'on a fait de pouvoir initier ça dans les programmes d'éducation pour l'enfance, mais aussi vraiment dans l'enseignement supérieur. Et enfin, ça c'est le sujet qui m'occupe le plus en ce moment, c'est la création d'un droit de l'alliance expérimentale. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les gens, quand ils voulaient se mettre en alliance ensemble, avec des statuts différents, ce qui est le cas d'une entreprise, d'une association et des pouvoirs publics, d'une collectivité, ils peuvent se mettre en risque. Et rien n'existe aujourd'hui dans la législation pour sécuriser cette relation au moment de l'innovation, au moment de l'expérimentation. Quand ils ont travaillé ensemble, quand ils ont construit un service, un produit, et que tout ça existe déjà, ils peuvent créer une entreprise, une SIC, il y a une joint venture sociale, il y a plein de formes différentes qui existent déjà pour pouvoir travailler ensemble une fois que l'idée existe. Mais sur la partie expérimentation et innovation de l'envie de faire ensemble, les acteurs se mettent en risque quand ils essaient de le faire. Donc, je travaille sur une proposition de loi qui sera déposée normalement d'ici la fin de l'année et qui, du coup, va cadrer, proposer d'avoir ce cadrage-là du droit de l'alliance pour une expérimentation de 3 ans dans les territoires. Alors qui pourra donc aller de la définition d'un contrat type, de la charte de bonne pratique pour créer une alliance, et qui pourra aussi préciser un certain nombre de dérogations au droit commun provisoire dans le cadre de l'expérimentation pour sécuriser juridiquement la coopération de tous ces acteurs. Alors par exemple, j'en cite quelques-unes. Aujourd'hui, certaines collectivités sont limitées dans les compétences qui leur sont attribuées. Donc, on va libérer tout ça si un conseil départemental dont l'éducation dans le premier degré n'est pas la compétence a envie de s'impliquer dans une alliance qui touche à l'éducation premier degré, elle pourra être autorisée à le faire. Autoriser aussi les collectivités ou les services déconcentrés de l'État à mettre à disposition des agents de la fonction publique dans l'alliance, puisqu'aujourd'hui le pro bono pour les fonctionnaires n'existe pas. Dans le cadre d'une alliance, la relation qui régit habituellement une collectivité et une association est de l'ordre de la subvention, mais peut être considérée comme de la commande publique s'ils sont en alliance. Donc, on va sécuriser ça par une dérogation pour que ce soit considéré toujours comme une subvention. Sécuriser les dons et les versements au titre du mécénat qui, là, pour le coup, régissent la relation entre l'association et l'entreprise. Et effectivement aussi sécuriser les associations qui parfois sont en risque et pourraient perdre leurs caractéristiques d'intérêt général en étant supposées conférer un avantage concurrentiel à l'entreprise avec laquelle elles travaillent. Donc voilà, ce sont des types de freins, de problématiques, de risques qu'on a identifiés et qu'on propose de lever par cette proposition de loi. Et on rajoute aussi dans cette proposition de loi une petite notion dans le code de l'éducation, comme je le disais tout à l'heure, pour inciter à l'apprentissage en collectif et favoriser aussi l'engagement collectif avec une mesure qui autorise les dons de RTT entre les salariés d'une même entreprise au profit de collègues qui mènent des activités de bénévolat. Voilà, donc il y a un droit expérimental de l'Alliance dans cette proposition de loi et quelques mesures en matière d'éducation et d'incitation au mécénat collectif pour essayer justement d'inciter au développement plus large des alliances sur les territoires. Merci, je vois que l'heure tourne. On va prendre quelques questions. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes. Est-ce que Clara Lemonnier, qui est notre directrice juridique et affaires publiques, est-ce que tu veux adresser quelques questions à nos participants, à nos intervenants pour cette fin de table ronde? Oui, alors je remercie les participants. Il y a eu quelques questions. Une première adressée à la fois à Stéphanie et à Cathy. Votre action collective a-t-elle ou aura-t-elle, à votre avis, une influence sur la structuration des associations sur le territoire? Rapprochement, complémentarité des projets, par exemple. Alors, je me permets de répondre parce que justement, on est en train de, dans le cadre de notre propre mesure d'impact, Bordeaux Mécène Solidaire, ça fait partie des questions qu'on est en train de se poser. Donc, on est en train d'interroger nos porteurs de projets. Oui, il y a un effet de mise en synergie et de mise en partenariat qui est très, très clair. Il n'est pas systématique, mais il est quand même très fort. Donc, je pense que le fait de favoriser ces mises en partenariat, on favorise une structuration du secteur associatif. Pour autant, il faut qu'on reste modeste parce que le principal acteur de la structuration associative reste les collectivités locales.
Cathy, je ne sais pas si vous voulez compléter. Non, j'ai trop peu de recul sur l'expérience. Je vais prendre une deuxième question. Peut-être, il y avait une question intéressante sur la concurrence entre les acteurs du territoire. C'est vrai que parfois, on a l'impression que les acteurs du territoire sont concurrents et sont nombreux à aller frapper aux mêmes portes. Comment on fait pour gérer ça et ce gâteau qui ne grossit pas? Est-ce que certains d'entre vous veulent répondre? Je vais répondre si vous voulez. D'abord, dès lors qu'on a une vraie cause collective et qu'on a joué sur l'indignation, l'aspect concurrentiel va être réduit. Il va rester toutefois, il va rester. Et on s'est posé la question de cette concurrence, de certaines associations locales qui prendraient mal le fait d'être laissées pour compte dans le choix des projets. Donc, nous avons monté un système qui est assez libéral. Et la façon dont nous avons procédé pour répondre à cette question de concurrence, c'est de sélectionner les projets les plus pertinents, ceux qui ont le plus d'impact. Donc, on va sélectionner une douzaine de projets. Et ensuite, on va les soumettre aux entreprises qui vont s'inscrire et qui vont financer un projet, un demi-projet, deux projets. Et c'est donc aux mécènes, à l'entreprise, de sélectionner ce projet. Alors, certains nous ont critiqué en disant pourquoi est-ce que les entreprises choisissent telle ou telle priorité sociale. En ce qui nous concerne, nous pensons que c'est absolument nécessaire pour garantir la pérennité de financement des projets, puisqu'on peut difficilement demander à une entreprise de s'engager sur 3 ans si elle n'a pas choisi son projet. Et donc, voilà, la réponse que nous avons, c'est finalement de faire jouer la concurrence, entre guillemets, et d'être très ouvert sur le fait que certains projets seront financés et d'autres le seront moins. Alors, parfois, c'est triste parce que nous faisons la promotion forte des projets liés à la petite enfance. Les chefs d'entreprise préfèrent l'insertion professionnelle. Donc, le monde n'est pas parfait, mais nous avons en tout cas trouvé une méthode. Merci. J'ai une autre question. Comment faire cohabiter petites et grandes entreprises dans un même collectif? Peut-être que Stéphanie, tu peux répondre. Il y a à la fois des grandes et des petites à Bordeaux Mécènes Solidaires? Nous, on a choisi de leur donner la même place. Qu'on soit petit ou qu'on soit grand, à partir du moment où on rentre dans l'action collective, dans l'alliance, voilà, c'est exactement la même place. Et en fait, c'est très enrichissant pour les uns et pour les autres. Et une fois qu'on est, ça peut faire peur comme ça quand on n'y est pas, mais une fois qu'on est à l'intérieur de cette alliance, finalement, ce sont des hommes et des femmes et ils font tous à peu près la même taille, hein, entre 1,50 m et 2 m. Donc, c'est pas un problème. Oui, moi, juste pour compléter aussi, je dirais que la Fondation de Marseille a fait le même choix. C'est un homme, une voix. Donc, qu'on soit gros ou petit, tout le monde a la même voix au chapitre. Et puis, comme je le disais en introduction, finalement, c'est cette différence qui fait vivre l'Alliance, puisque au final, tout à l'heure aussi, on parlait dans la manière d'éduquer nos enfants à faire différemment. Cette agilité n'est pas la même qu'on vienne d'une grosse boîte ou d'une petite boîte. Et je pense qu'on s'enrichit beaucoup des regards différents portés sur un même sujet par des gens différents. Donc, c'est plutôt une force, cette complémentarité-là. On a une autre question autour de la définition du modèle économique du collectif. Comment définir ce modèle économique? Vaste programme. Comment on définit son modèle économique? Est-ce que l'un d'entre vous veut partager comment vous, ça se passe? Il y avait une question un petit peu similaire entre le point d'équilibre financier, entre les coûts de création d'un collectif, initiation, coordination, et aussi le montant des programmes financés auprès des porteurs de projets sur le terrain. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir? Je peux réagir.
Bien, si vous voulez, c'est une question qui nous taraude régulièrement, hein. Donc, nous, on est né avec un modèle économique très précaire, puisqu'on est né avec 0 sur le compte en banque. Il n'y avait même pas l'obligation des 15 000 € de dotation sur les fonds de dotation à l'époque. Et donc, on a créé au fur et à mesure. Mais le modèle était quand même très difficile au démarrage et ça reste quelque chose de complexe. Moi, j'ai une conviction sur ce fameux taux, entre guillemets, de fonctionnement ou de frais de collecte de fonds et de communication. Je l'aime pas tellement, non pas que je pense qu'il faille effectivement qu'il soit trop élevé, mais je pense que toutes les alliances sont des organisations et peuvent avoir des politiques d'investissement et de développement. Et en fonction de l'ambition qu'on a, on peut avoir besoin à un moment donné d'investir forcément justement dans une structuration. C'est ce que j'apprécie beaucoup dans la fondation Break Poverty, c'est qu'elle a su investir, alors je n'ai pas regardé les éléments comptables, mais elle a su investir en tout cas dans une méthode et une structuration pour pouvoir aller beaucoup plus loin, pour pouvoir essaimer dans beaucoup de territoires. Et ça, je pense qu'il faut pouvoir l'expliquer. Ce qui, pour moi, central dans le modèle économique, c'est qu'il soit partagé entre les acteurs de l'Alliance et assumé. Ça, c'est vraiment le point clé. Et il y a sûrement des modèles économiques possibles. Et j'ai aussi beaucoup apprécié dans le discours de Cathy et dans les propositions qui sont faites, justement cette partie de financement de l'amorçage qui est, je pense, le nerf de la guerre. C'est vraiment ça le démarrage, parce que l'amorçage prend du temps et c'est des vrais sujets. Donc, s'il y a des lignes entre guillemets dédiées pour ça, ça me paraît très très pertinent et éthique aussi, parce que du coup, c'est pas de l'argent qui est apporté par un partenaire ou l'autre, et du coup, ça donne une liberté assez importante. Donc, j'ai pas de réponse idéale si ce n'est celle-ci. Merci beaucoup. Je vois de toute façon que l'heure tourne et je voudrais quand même laisser la parole à François pour le mot de clôture de ce forum. Juste pour conclure cet atelier, vous dire quelques rapides mots. Bon, vous l'avez compris, le mécénat collectif, c'est quelque chose de très important pour Admical. On y croit beaucoup. C'est même un axe fort de notre plaidoyer dont va vous parler François ensuite. Et au-delà des axes de plaidoyer qu'on va pousser sur ce mécénat collectif, on va aussi mettre en place des actions très concrètes pour accompagner à notre échelle la structuration de collectifs de mécénat un peu partout en France. Alors, ça va prendre plusieurs formes. On a envie de mettre en place un webinaire pour informer les gens sur qu'est-ce que c'est que le mécénat collectif. On a aussi envie de mettre en place une formation sur mesure pour les collectivités ou des acteurs, des chefs d'entreprise qui voudraient se structurer et qui auraient besoin d'un coup de pouce. Et puis, sachez qu'on a aussi très envie de mettre en place un incubateur parce qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés pour mettre en place. C'est pas facile de monter un collectif de mécènes. Il y a souvent besoin d'aide et d'ingénierie au début. Donc, Admical a aussi envie de se positionner sur ça pour accompagner sur 4 à 6 mois les collectifs qui ont envie de se lancer. Donc, sachez que ce parcours d'accompagnement vers le mécénat collectif, il devrait voir le jour courant 2021. On espère qu'il sera prêt en juin 2021. Donc, restez connectés. Tout ça sera mis en place et visible sur notre site internet. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à remercier nos 3 participants. Merci beaucoup, nos 3 intervenants et nos 140 participants qui ont suivi ce débat. Merci beaucoup pour tous ces propos qui concluent ce Mécène Forum et qui font bien la synthèse entre tout ce qu'on a dit tout au long de ce forum, la coopération, les territoires. Et puis, je laisse le mot de la fin à François qui va conclure ce forum. À vous, François. Merci Marion. Écoutez, en conclusion de ce forum, et je vais être rapide parce que je pense qu'après ces 2 jours que nous avons passés ensemble, vous devez être un petit peu saturé d'écran. Mais en tout cas, je voulais vous dire que moi, je suis un président heureux parce que ce premier Mécène Forum virtuel, c'était un sacré challenge. Et je trouve qu'il a été particulièrement relevé, ce challenge, grâce au super boulot qui a été fait par l'équipe et grâce à l'engagement de tous les intervenants. Alors, on a pu, pendant ces 2 jours, dresser un tableau assez général de la situation. Et puisque le mot de la fin, c'est a priori une synthèse, je me suis livré à un petit exercice auquel vous êtes tous accoutumés, qui consiste à faire ce qu'on appelle le SWOT de la situation actuelle, c'est-à-dire un petit tableau en croix qui permet de recenser les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités sur une situation ou sur une entreprise ou une institution donnée. Alors, et vous allez retrouver un petit peu tout ce qui s'est dit dans le courant de ces 2 jours. Alors, si on regarde, si on commence par la partie ombre du tableau, parce qu'il y aura aussi une partie lumière, bien sûr, c'est-à-dire celle des faiblesses, des points à surveiller de près. Aujourd'hui, il est évident que
la crise dans laquelle nous sommes plongés revêt une dimension absolument planétaire inconnue. Crise sanitaire, avec tous les enjeux de vie humaine qu'il peut y avoir derrière, avec une crise économique qui affecte le monde de l'entreprise et qui, en retombée collatérale, risque d'affecter très violemment le monde associatif, dont on sait le rôle qu'il joue dans le fonctionnement de la société. Et puis, et ça a été un peu le cœur de mon petit mot de clôture du colloque hier matin, une crise sociale dont je pense qu'elle est d'une gravité exceptionnelle, avec au sein de la société française des fractures de plus en plus importantes entre les différentes communautés, avec des inégalités de plus en plus insupportables, avec une pauvreté qui monte. J'ai entendu ces derniers jours le chiffre de plus de 10 millions de personnes en France, sur moins de 70, qui relèverait de ce qu'on peut appeler la pauvreté, avec tout un lot d'exclusion, de laissés pour compte et de violences faites aux personnes. Donc, un cadre général qui est un cadre extrêmement inquiétant et qui nécessite évidemment une prise en main très active par tous ceux qui peuvent en être partie prenante, c'est-à-dire le monde politique, bien sûr, qui a un rôle très particulier à jouer en matière d'évolution sociale, mais aussi tous ceux qui peuvent y intervenir, les entreprises, les associations et puis les citoyens que nous sommes chacun d'entre nous. Alors, en face de cette partie sombre du tableau, il y a la partie plus lumineuse, les forces sur lesquelles on peut compter pour affronter cette situation difficile. Et ces forces, eh bien, elles se sont exprimées de façon très claire dans le courant de la crise, d'une façon encore particulièrement visible dans la première partie, le premier confinement, avec des élans de solidarité qui se sont manifestés très fortement, la multiplication des dons, et qui sont venus aussi bien des particuliers que des entreprises, dont financiers, mais aussi dont en nature, la fabrication des masques, la fabrication des respirateurs, etc. Et puis l'engagement des particuliers sous différentes formes. Eh bien, on a pu voir dans cette période que cette notion de philanthropie à la française, que Sarah El Haïry essaye de promouvoir très, très activement avec beaucoup d'engagement, eh bien, elle a un contenu, elle a un sens, et qu'elle ne repose pas uniquement sur des notions abstraites. L'autre point important qui me paraît correspondre à une évolution de fond, eh bien, c'est l'engagement des entreprises. C'est le fait que ces entreprises ont pris conscience qu'à travers leur mécénat, ça c'était assez traditionnel, mais aussi à travers des formes nouvelles d'engagement, eh bien, elles pouvaient apporter à la société plus que ce qu'elles apportent traditionnellement, c'est-à-dire une création de richesse et une création d'emplois. Elles ont fait preuve à ce niveau-là à la fois d'un sens de la responsabilité et d'une créativité qui me paraissent extrêmement porteuses d'espérance pour l'avenir. Et cet engagement de l'entreprise, qu'elle soit petite ou grande, sous des formes différentes, eh bien, je suis convaincu qu'elle ne se démentira pas et qu'elle va contribuer à des changements dans la société qui sont attendus avec beaucoup, beaucoup de nécessité. L'autre point de force qui me paraît important, eh bien, c'est l'évolution qu'a connue le mécénat lui-même. Je le disais, le mécénat n'est plus la seule forme d'intervention des entreprises, mais lui-même a changé énormément. Il s'est professionnalisé, il a pris un souci de plus en plus important de l'impact social de son approche, ce qui me paraissait un gage d'efficacité fondamental. Il s'est orienté, et on vient de le voir à l'instant, et notamment dans les territoires, sur une approche beaucoup plus collective. Et ça, je pense que c'est effectivement pour l'avenir un gage de ce que le mécénat pourra continuer de jouer un rôle très important dans le changement social. Et cela d'autant plus que le potentiel en matière d'entreprise mécène reste encore très, très important. Vous avez en tête ce chiffre du baromètre 2018 d'Admical, 9% des entreprises françaises de plus d'un salarié sont mécènes, il y en a encore 91% qui ne le sont pas. Ça laisse encore un champ du possible formidable. Et puis l'autre point important, je pense, sur l'évolution du mécénat, eh bien, c'est cet engagement des collaborateurs qui prend de plus en plus de place. Apporter des ressources financières à une association, à un projet de société, c'est très important, mais pouvoir accompagner ce projet avec l'engagement de collaborateurs qui vont participer à la construction du projet lui-même, eh bien ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc voilà pour ce qu'on peut recenser comme force
du mécénat et de l'entreprise dans le paysage actuel. Alors les menaces, eh bien, elles sont nombreuses, hein, et la première de toutes, c'est le risque de baisse du mécénat dans les 2-3 ans qui viennent, avec la crise économique qui, bien sûr, va priver les entreprises d'une partie de leur capacité bénéficiaire, va en mettre un certain nombre de petites et moyennes dans des situations de survie pour lesquelles elles n'auront pas la possibilité de s'intéresser et de s'investir dans l'intérêt général. Donc ça, le premier danger, c'est celui-là. Le deuxième, c'est que si le mécénat baisse, si le nombre d'entreprises mécènes baisse également, eh bien, cela risque de se faire au détriment d'un certain nombre de secteurs qui seront moins servis ou plus servis du tout par les mécènes, qui vont se concentrer sur ce qui leur apparaîtra comme les urgences sociales les plus criantes. Et de ce point de vue-là, moi, j'ai une inquiétude particulière sur le monde de la culture, qui a été depuis 6 mois un peu le grand oublié. Bon, dans le discours du président, la culture est revenue un peu au centre, et ça, c'était une bonne chose. Mais en tout cas, il est certain que ce monde de la culture souffre énormément, va avoir du mal à sortir de la crise économique dans laquelle il s'est enfoncé, alors même que la culture a un rôle fondamentalement important à jouer en tant qu'intégrateur au sein d'une société. Et puis, et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais à l'instant sur la culture, je pense que parmi les menaces ou les dangers que nous encourons à l'heure actuelle, il y a l'absence d'un projet de société global, l'absence d'un discours politique dans lequel on puisse s'inscrire, dans lequel on puisse se projeter, dans lequel on puisse progressivement construire une société un peu différente, un peu moins dure, un peu moins injuste que celle d'aujourd'hui. Et ça, me semble-t-il, eh bien, c'est un point majeur sur lequel il faut qu'on sensibilise le monde politique et sur lequel il faut qu'on rassemble toutes les forces. Tout à l'heure, Denis Metzger, j'aime bien ce mot, parlait d'indignation. Il a fait la preuve d'ailleurs avec son équipe de Break Poverty qu'après l'indignation, on peut construire. Eh bien, je pense que l'indignation, elle est là et qu'il faut que derrière, on puisse construire. Alors, construire, eh bien, c'est justement le dernier point du SWOT, ce sont les opportunités. Ces opportunités, elles sont bien présentes. Il y a d'abord la prise de conscience des enjeux. Je pense qu'on le voit de plus en plus autour de nous. Dans notre microcosme, il y a vraiment une conscience aiguë des dangers dans lesquels nous sommes. L'autre point, c'est la volonté des entreprises, la volonté qu'elles ont de s'engager dans la vie de société, d'apporter du sens à leurs collaborateurs, de créer des liens avec les territoires autour d'elles. Et ça, je pense que ça sera effectivement un levier formidable pour l'évolution de la société dans les années qui viennent. En plus, pour travailler à ce projet de société que j'appelle de mes voeux, eh bien, je pense que le petit monde de la générosité dans lequel nous œuvrons tous, et qui est incarné, si je puis dire, par ce regroupement qu'on appelle la coordination générosité, dans lequel 9 institutions travaillent à la construction d'un projet commun, d'un discours commun, eh bien, je pense que là, on est arrivé à un niveau de complémentarité, de cohérence, de convergence qui doit permettre d'être mieux entendu et d'être plus efficace dans la façon dont nous remontons les messages et dont nous essayons de travailler avec les différents secteurs pour sensibiliser les entreprises et pour apporter un véritable soutien efficace au monde associatif. L'autre point d'opportunité, c'est la reconnaissance, et on vient d'en parler largement, du collectif, d'un collectif efficace qui rassemble des forces venues d'horizons différents, et notamment les forces du monde public et du monde privé, et notamment les forces des différentes entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, capables de travailler côte à côte sur un projet de société. Et avec une volonté d'impact social, la volonté de la recherche d'un véritable progrès qu'on puisse peut-être pas chiffrer toujours, mais en tout cas, dont on puisse démontrer clairement que si le mécénat et les formes d'engagement de l'entreprise peuvent représenter un manque à gagner de recettes fiscales pour l'État, eh bien, au bout du compte, c'est une valeur ajoutée formidablement importante pour la société. Et à mon avis, c'est ça qui compte prioritairement. Alors, avec ce tableau, avec ce SWOT que je viens de synthétiser très rapidement, eh bien, quel est le rôle d'Admical et quels sont nos projets? Nos projets, ils tournent autour essentiellement aujourd'hui d'un plaidoyer, un plaidoyer qui est en fait une proposition que nous faisons pour tirer l'ensemble
dans la bonne direction et faire en sorte que ces forces dont nous disposons et les opportunités que nous voyons soient effectivement saisies malgré les dangers et malgré les faiblesses. Et ces propositions, eh bien, elles se situent à 4 niveaux. C'est un appel, comme je l'ai fait un peu hier en fin de matinée, à la puissance publique. Premièrement, déployer une véritable stratégie nationale pour le mécénat, ce qui veut dire à la fois construire un discours politique qui soit suffisamment motivant pour attirer de plus en plus d'entreprises vers le mécénat et faire comprendre aux entreprises qu'elles ont un rôle nouveau à jouer dans la société. Et pour que ce discours puisse véritablement ensuite trouver une efficacité opérationnelle, eh bien, il nous paraît indispensable de créer une instance interministérielle rattachée au Premier ministre qui aurait pour rôle de travailler avec la puissance publique sur les questions de philanthropie de façon à ce qu'elles soient plus coordonnées, moins prises en silo comme c'est le cas aujourd'hui, ministère par ministère, et qu'elles permettent d'avoir une efficacité au service véritablement du projet de société à construire. La deuxième proposition, elle tourne sur la notion de territorialité. Là encore, l'avenir du mécénat, clairement, il est dans les territoires. Si les 20 ou 30 premières années du mécénat d'entreprise ont été plutôt d'origine parisienne, centralisée, jacobine, et plutôt le propre des grandes entreprises, eh bien l'avenir, il est incontestablement dans les territoires avec des entreprises plus petites, ETI, PME, TPE, qui auront à cœur, chacune à la mesure de leurs moyens, de participer à la construction de projets de société, de projets d'intérêt général dans leur territoire, en créant des liens avec les différentes parties prenantes et en travaillant à la construction d'objectifs qui soient véritablement communs. Le troisième point de notre plaidoyer, la troisième proposition que nous faisons, eh bien, c'est d'instaurer une véritable stabilité dans le cadre juridique et fiscal du mécénat. Je l'ai dit, je le redis, le coup de rabot qui a été donné au mécénat des grandes entreprises il y a maintenant un peu plus d'un an n'était pas un bon signal et fait courir un risque supplémentaire dans la situation de crise que nous connaissons. Parallèlement, le coup de pouce, à l'inverse, qui a été donné au mécénat des petites et très petites entreprises à travers la franchise de 10 000 puis de 20 000 euros de défiscalisation pour chaque entreprise, quelle que soit sa taille, eh bien, ces signaux ont été contradictoires. Je pense que nous avons besoin d'avoir un discours cohérent à ce niveau-là. Nous avons besoin que la situation ne change pas. Nous avons besoin de simplicité. Et il est fondamental que ces aspects-là, si on veut favoriser le mécénat, si on veut motiver les entreprises à devenir encore plus mécènes, eh bien, il est indispensable d'atteindre cette stabilité. Et puis le dernier point qui est très important de notre plaidoyer, mais celui-là, il s'adresse plutôt à nous, les mécènes, aux intermédiaires que nous sommes, Cadmi Calais, aux bénéficiaires aussi du monde associatif, eh bien, c'est la nécessité d'une éthique du mécénat. On en a parlé à différentes reprises et encore dans cette dernière séance. Cette éthique, elle est indispensable. Si on veut que les attaques qu'il peut y avoir, qui sont parfois malheureusement justifiées contre certains débordements qui ont pu se produire en matière de mécénat, peu nombreux mais qui ont pu se produire, eh bien, il faut renforcer notre approche éthique et déontologique. Et à ça, on s'emploie, on y travaille. Et dans les premiers mois de l'année prochaine, un code de déontologie sortira qui permettra à chacun, mécène ou bénéficiaire, de savoir où sont les limites, où sont les lignes jaunes à ne pas dépasser, et ce qu'est un mécénat à la fois efficace et totalement inattaquable. Voilà, donc voilà le plaidoyer dans lequel nous sommes. Je pense que nous avons un combat formidablement important à mener. La société française mérite que de grands efforts soient faits pour qu'elle puisse véritablement progresser dans une direction positive. On a les armes entre les mains pour ce faire. L'indignation, vous l'avez entendu, elle existe. Eh bien, je pense que maintenant, il est fondamental de passer davantage de l'indignation à la construction. Le débat, c'est bien, mais ensuite, l'action, c'est encore mieux. Je pense que les propositions, les possibilités d'action dans l'avenir au sein de notre société sont innombrables. Eh bien, travaillons-y ensemble. Et ensemble, je pense qu'on aura la possibilité, effectivement, de progresser. En terminant, je voudrais remercier infiniment tous ceux qui ont œuvré à ce Mécène Forum, toute mon équipe à qui j'envoie un grand signal de reconnaissance,
aussi nos adhérents, nos partenaires qui ont permis effectivement de monter ce schéma virtuel. Et puis, vous tous qui avez participé et qui, pendant 2 jours, avez consacré votre temps à regarder des écrans, ce qui n'est pas toujours quelque chose de très agréable. Mais en tout cas, je pense que ça nous aura permis, en tout cas moi, ça m'aura permis de m'enrichir et de poursuivre à vos côtés les œuvres dans lesquelles Admicale est engagée. Merci beaucoup et bonne soirée.